Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Forte baisse du chômage avec un taux qui n'avait pas été atteint depuis plus de 10 ans. Vive les réformes Macron. Je ne dirais pas ça, mais on peut se féliciter. Parce que je crois qu'il faut se féliciter quand il y a la baisse du chômage. D'abord pour ceux qui retrouvent de l'emploi, et en plus pour le moral du pays qui en a bien besoin. Mais vous savez, le chômage, c'est comme la météo. Il y a les chiffres et il y a le ressenti. Et le ressenti n'est pas celui d'un grand succès ou d'un changement de cap. Ça viendra peut-être. Ça reviendra peut-être, il faut même l'espérer, parce que je pense que la question fondamentale de ce pays, c'est son moral. Mais quand on voit ce que disent les organisations syndicales, toutes sur les radiations, sur la situation de grande pauvreté, on ne peut pas être totalement satisfait. Bon, mais vive les réformes Macron quand même. Oh, les réformes Macron, elles ont été commencées pour certaines bien avant. Oui, la baisse du coût du travail, le CICE. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est une continuité. Ouais, ça porte ses fruits. C'est pas non plus, je crois, décisif à cette étape. D'ailleurs, d'un certain point de vue, on pourrait inverser le raisonnement et se dire que, au fond, à situation égale du point de vue du Code du travail, du point de vue des normes sociales, on crée de l'emploi. Donc c'est pas la peine de vouloir tout déréguler. Donc il y a eu un certain nombre de mesures. Elles ont produit vraisemblablement un peu d'effet dans une conjoncture qui est plutôt favorable quand on se compare à l'ensemble des pays d'Europe. En tout cas, on crée de l'emploi avec une croissance qui est faible, oui, ce qui est plutôt une nouveauté. Une nouveauté, absolument. Et donc on peut imaginer qu'il y a un lien de cause à effet entre les réformes, y compris la baisse du coût du travail, oui, le redressement de l'emploi. On peut s'interroger sur ces raisons, mais on peut aussi constater que on a une précarité qui est quand même assez forte. Le problème n'est pas résolu pour autant. Votre parti, le Parti socialiste, propose dans le domaine des retraites un gel de l'âge de la retraite à 62 ans. On n'y touche plus pour toujours. Il propose une augmentation de la fiscalité sur le capital jusqu'à 30 milliards d'euros. Et puis des cotisations des cadres supérieurs qui devraient augmenter. Et puis des charges des employeurs qui devraient augmenter aussi. Est-ce que ce n'est pas un peu court pour répondre au problème qu'on connaît, qui est documenté, du déficit de l'assurance retraite? D'abord, il y a un débat sur le problème du déficit. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'organisations syndicales qui ne sont pas d'accord avec ce diagnostic. Mais passons. Au fond, c'est un grand classique. La position du Parti socialiste est dans la grande orientation du Parti socialiste jusqu'à présent. C'est-à-dire plus de droits, plus d'impôts. Plus d'impôts, là où il y a plus de bénéfices. Bon, je pense que c'est assez traditionnel. C'est un peu court, pardon, la tradition comme ça, c'est pas un peu court? Je pense que c'est un programme pour un parti qui est dans l'opposition. Donc ce n'est pas un programme de gouvernement? Non, mais ça ne le prétend pas. Ah si. Non, quand on propose de geler pour toujours l'âge de la retraite, c'est en imaginant qu'un jour on reviendra au pouvoir. C'est une position classique du Parti socialiste à chaque fois qu'il est revenu en responsabilité. Bon, on sent que vous la trouvez pas très responsable. Il faut, je crois, ne pas oublier ce qu'ont été nos principes et nos positions, ne pas oublier non plus qu'on a gouverné. Et que vous avez fait, par exemple, ce qu'on appelle la réforme Touraine, qui est une augmentation du nombre de trimestres nécessaires pour partir avec le taux plein. Donc je comprends que vous ne partagez pas tout à fait la philosophie de cette proposition du PS avec d'autres partis de gauche. Vous signez ces jours-ci un manifeste contre la réorganisation de la police nationale. Ce n'est pas un sujet sur lequel on vous attendait. Pourquoi est-ce que vous prenez la parole là-dessus? Parce que je pense qu'il y a un vrai sujet. Tous les piliers de notre État républicain sont en crise. Bon, là, on va avec la justice aujourd'hui, qui interpelle le président de la République. Le président de la République ne peut pas donner son avis? Si, il peut donner son avis, mais il ne peut pas intimer quelque part l'ordre à la magistrature d'aller dans son sens. Mais il ne peut pas c'est une remise en cause. Oui, voilà, c'est une remise en cause de la séparation des pouvoirs. Bon. Mais la police est dans une situation extrêmement difficile. Il faut s'y pencher, pas simplement, à juste raison, bien souvent, protester contre les violences, mais il faut se pencher sur la situation aujourd'hui. Parce que derrière, aujourd'hui, c'est un ministère éclaté, avec des directions qui ne travaillent pas ensemble, dont l'efficacité n'est pas optimum et dont le moral est pas loin de zéro. Donc il faut se concentrer sur cette question. Morale pas loin de zéro, entre autres, disent les syndicats, parce qu'ils ne se sentent pas soutenus. Est-ce que, quand vous dites qu'il faut réorganiser la police, ça ne marche pas, vous soutenez les policiers? Ben oui,
Je pense que ce petit, je suis très étonné d'ailleurs, ce petit texte signé parce qu'on avec, vous attendait pas là, signé avec Rebsamen et Birgogneau, a fait beaucoup parler dans la police, et cette proposition de réorganisation semble avoir un certain succès. 334 plaintes auprès de l'IGPN au moment et après les manifestations des Gilets jaunes, 128 enquêtes, 2 condamnations de policiers. Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion de la plainte des manifestants par rapport à la réalité de violence telles qu'elles sont constatées par la justice? Il y a une réalité de violence, c'est évident. Et celle-ci, elle est produite de ce qui s'est passé le 5 décembre de l'année dernière. Ce qui s'est passé en 2018, c'est-à-dire la violence, l'Arc de Triomphe, etc. Et à ce moment-là, on a dit, mais que fait la police? On avait quand même vu des... Et donc elle a surréagi? Et elle a surréagi. Oui, on a essayé de s'adapter à ces situations de violence. Condamnations seulement. 2 condamnations, on pourrait les critiquer. Vous avez commandé la justice? Non, je ne vais pas. On pourrait les critiquer. J'ai fait très attention parce que je n'ai pas oublié ce que j'avais dit il y a quelques minutes. Ségolène Royal, le retour, bonne nouvelle? Je trouve que Ségolène Royal bouscule un peu la gauche. C'est bien, ça me semble bien, intéressant. C'est ce qu'il faut, à mon avis, faire. Et au-delà de ça? Au-delà de ça, je crois que la question qui est posée à l'ensemble de la gauche, c'est plutôt de reconstruire une offre, d'être capable d'être en possibilité de construire un nouvel espoir et un nouvel avenir, plutôt que de penser que ça passera par une personnalité. Je suis plutôt sur le fond que sur la personnalité à cette étape. En tout cas, vous ne pensez pas que Ségolène Royal, à cette étape, puisse être celle qui fédère la gauche, écrive une nouvelle proposition de gauche? J'espère qu'elle le fera. Elle va y concourir, je pense, parce qu'elle a parfaitement conscience qu'on ne peut pas y arriver seule, elle le dit. Votre successeur à la tête du PS n'a pas accueilli ça avec des acclamations incroyables. Olivier Faure a fait une réaction qui était du genre LCL et nous c'est nous. Oui, mais parce que Olivier Faure est dans une phase unitaire et il ne veut pas donner l'impression que les socialistes préparent la présidentielle quand lui, il est dans une démarche aux élections municipales unitaires. Voilà, c'est un problème de poste. Est-ce que Ségolène Royal, c'est ce que le PS, c'est ce dont le PS a besoin en matière de renouvellement précisément? Vous savez, le renouvellement, je ne pense pas que ça aille tout seul. Il y a une nécessité de renouveler la vie politique, ça prend du temps. Regardez, vous voyez, on critique beaucoup Olivier Faure parce qu'il est jeune, parce qu'il est nouveau. Et on dit, il n'imprime pas, etc. Pas de non, mais il ne peut pas en avoir dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, puisqu'il faut reconstruire. Donc il est dans une phase de reconstruction. Est-ce que Ségolène Royal aide à reconstruire? Voilà, ma question elle est simple. Est-ce que elle ça aide la aide gauche, à reconstruire indéniablement, le PS? Indéniablement, elle aide la gauche, et deuxième, je pense qu'elle aide le PS. Donc bravo Ségolène Royal. Très bien, mais il y en a d'autres et il ne faut pas être simplement derrière une personne. Il y a une personne qui capte les micros, les caméras et l'attention de l'opinion publique. C'est pour ça que c'est bien. Son passé sert peut-être à son avenir, c'est ce que vous me dites? C'est absolument, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, vive Ségolène Royal? Mais je ne dis pas vive Ségolène Royal, je dis vive Cambadélis. Voilà, très bien, vive Cambadélis. Merci Jean-Christophe Cambadélis.